Bonjour à tous, nous allons vous présenter la physiopathologie de la Covid-19. Donc tout d'abord, pour commencer, quelques petits points de définition. Donc la physiologie, c'est la science qui étudie les fonctions et les propriétés des organes et des tissus des êtres vivants. La pathologie, c'est une science qui a pour objet l'étude et la connaissance des maladies. Donc c'est-à-dire quelles sont la cause des maladies, quel est le type de pathogène, donc est-ce que c'est des virus, des bactéries, des parasites, ou alors est-ce bien des cellules tumorales, quels sont les mécanismes biologiques, cellulaires et moléculaires qui peuvent expliquer des symptômes, et parfois donc, ces symptômes n'ont pas encore de cause connue. Donc, nous, la question qui nous a animés est la suivante: quels sont les mécanismes biologiques, cellulaires et moléculaires qui sont à l'origine d'apparition des symptômes parfois graves lors de l'infection au SARS-CoV-2. Donc, l'exposé va s'articuler en plusieurs temps. Donc, nous avons choisi de suivre l'ordre chronologique de l'infection SARS-CoV-2. Donc, tout d'abord, comment est-ce qu'il entre dans l'organisme, comment l'organisme va réagir à cette invasion virale, donc par une phase d'inflammation et par une phase de réaction adaptative. Dans certains cas, et particulièrement quand il y a des facteurs de risque, l'inflammation peut être dérégulée et inefficace, ce qui va entraîner des dysfonctionnements d'organes. Donc ici, on vous présente les dysfonctionnements d'organes, les dysfonctionnements du cœur et de l'appareil cardiovasculaire, mais bien sûr, d'autres organes sont atteints. Donc, on va tout d'abord commencer par l'entrée du virus. Donc, pour vous rappeler la structure du virus, donc le virus, c'est un virus à ARN. Donc, cet ARN est entouré par des protéines de nucléocapsides qui permettent son repliement. Autour de cet ARN, il y a une membrane de phospholipides dans laquelle sont insérées des protéines d'enveloppe et des protéines de membrane. Il y a également une protéine de surface qui s'appelle la protéine spike. Donc, elle est extrêmement importante pour l'entrée du virus dans les cellules humaines. Donc, comment le SARS-CoV-2 se transmet? Quels en sont les vecteurs? Donc, les vecteurs, ce sont les individus malades. En effet, lorsqu'ils expirent, lorsqu'ils discutent, lorsqu'ils toussent, lorsqu'ils éternuent, ils vont expulser des gouttelettes, des micro-gouttelettes d'eau qui vont être chargées de protéines virales. Donc les plus grosses et les plus lourdes vont tomber près de la source, par exemple sur cette table, et un individu qui n'est pas malade peut le toucher cet objet et ensuite porter la main à sa bouche, son nez ou ses yeux et faire rentrer donc le virus, par exemple, dans ses voies respiratoires. Un autre problème est que les gouttelettes les plus légères et les plus petites peuvent rester en suspension et se propager plus loin. Alors un individu, lorsqu'il respire, peut faire entrer dans ses voies respiratoires donc ces petites gouttelettes. Donc finalement, il est très important de porter un masque pour finalement éviter à ces gouttelettes de se répandre, soit sur les surfaces, soit dans l'air ambiant. Donc, une fois que le virus est entré dans les voies respiratoires, il va chercher à pénétrer à l'intérieur des cellules. Donc, il va cibler les cellules épithéliales pulmonaires, donc les cellules les cellules endothéliales alvéolaires et les macrophages. Donc, ces cellules ont tout en commun le fait d'exprimer un récepteur qui s'appelle le récepteur ACE2. Donc, c'est une enzyme de conversion de l'angiotensine 2. Donc, l'angiotensine 2 intervient dans la régulation du système rénine-angiotensine, très impliqué dans la régulation de la pression vasculaire notamment. Donc, en fait, le virus, via la protéine SARS, donc, qui est composée de deux sous-unités, la sous-unité 1 et la sous-unité 2. Donc, dans la sous-unité 1, il y a un domaine qu'on appelle RBD pour Receptor Binding Domain, qui va venir se fixer sur le récepteur ACE2. Une fois qu'il y a cette première fixation, il y a deux cas de figure. En cas de présence de la protéine, de la protéase transmembranaire acérine 2, TMPRSS2, il va y avoir clivage entre la sous-unité 1 et la sous-unité 2
à ce niveau-là, ce qui va entraîner la libération du peptide de fusion. Par contre, si on n'a pas si la protéine TMPRSS2 est absente, l'ensemble COVID, enfin le virus qui est fixé à la CE2 va être endocyté par la cellule. Et dans les endosomes, il y a d'autres protéases acérines comme la furine qui vont, elles, couper à un autre endroit. Et donc, le clivage par la furine va mettre à nu une extrémité C-terminale à ce niveau-là, qui est très particulière, qui s'appelle C-end rule. Et cette extrémité C-terminale très particulière est une suite de 4 acides aminés qui est reconnue par la protéine NRP1. Donc on va avoir dans ce cas-là une double attache via ACE2 et via NRP1. Et donc c'est une hypothèse qui pourrait expliquer que le SARS-CoV-2 est plus infectieux que le SARS-CoV-1 parce qu'il arrive à rentrer dans la cellule grâce à 2 récepteurs qui finalement travaillent en synergie, alors que le SARS-CoV-1 n'avait pas cette portion reconnue par la NRP1. Donc une fois qu'il y a eu clivage, que ce soit par la protéine, par la protéase sérine furine ou par la protéase sérine TMPRSS2, il y a finalement mise à nu de ce peptide de fusion. Et le peptide de fusion va venir fusionner avec la membrane de la cellule, ce qui va entraîner par la suite le rapprochement de 2 autres domaines de la sous-unité 2, HR1 et HR2. Et comme vous pouvez le voir sur le schéma 3, le rapprochement de ces 2 domaines va entraîner le rapprochement de la membrane cellulaire et de la membrane virale jusqu'à leur fusion. L'ARN génomique pourra alors passer dans le cytoplasme de la cellule. Une fois qu'il va être passé dans le cytoplasme de la cellule, les ribosomes de la cellule vont le traduire, cet ARN, et vont notamment traduire une ARN polymérase dépendante de l'ARN qui va en fait répliquer l'ARN viral. Cet ARN viral va s'associer avec les protéines virales qui vont être produites par les ribosomes de la cellule pour ensuite former des virus entiers qui seront exocités dans l'espace extracellulaire. Donc, nous avons fini pour l'entrée du virus. Je vais ensuite laisser la parole à Shaimae pour qu'elle nous explique quelle est la réaction de l'hôte face à cette entrée du virus. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Shaima. Aujourd'hui, je vais vous parler de la physiopathologie de la Covid-19, en particulier le cycle viral et la réponse immunitaire. Donc, une fois à l'intérieur de la cellule hôte, l'ARN du virus est répliqué. Ensuite, traduit en protéines structurelles et accessoires. Donc, ces particules virales nouvellement formées vont ensuite fusionner avec la membrane plasmique et vont être libérées pour infecter d'autres cellules hôtes de la même manière. Ce qui est important à noter ici, c'est que la réplication et la libération du virus provoquent la pyroptose de la cellule hôte. Donc la pyroptose est une forme très inflammatoire de la mort cellulaire programmée qui est due à certains virus cytopathiques, c'est-à-dire qui sont directement toxiques pour la cellule. Cette pyroptose entraîne la libération de plusieurs différentes molécules dégâts, comprenant l'ATP, les acides nucléiques et les oligomères. Toutes ces molécules vont être reconnues par des cellules épithéliales voisines, des cellules endothéliales, des macrophages alvéolaires, ce qui va donc déclencher une réponse inflammatoire qui concerne des cytokines et des chimiokines pro-inflammatoires, comme par exemple l'interleukine 6, l'IL-10, la protéine MIP1-alpha, MIP1-bêta ou encore la MCP1. Donc toutes ces protéines générées vont attirer les monocytes, les macrophages et les lymphocytes T vers le site de l'infection, ce qui va donc favoriser une inflammation supplémentaire avec l'ajout de l'interféron gamma qui est produit par les lymphocytes T. Tout cela va établir une boucle de rétroaction pro-inflammatoire. Donc cette partie sera détaillée
plus en détail par ma collègue Alexandra. Elle abordera plus en détail justement la réaction inflammatoire. Donc, comme je vous ai dit, la libération de cytokines et de chimiokines par les macrophages et par les cellules dendritiques active le recrutement de cellules T spécifiques de l'antigène pour détruire les cellules alvéolaires. Mais comment cela marche en effet? Donc, pour schématiser un peu les choses, éviter de trop déborder sur le sujet, parce qu'il y a un groupe qui passe demain, je crois, et qui va aborder plus en détail la réponse immunitaire. Donc, pour schématiser un peu, lorsqu'un agent infectieux arrive à passer une première barrière naturelle, donc l'épithélium, une première ligne de défense de l'organisme se met en place contre la contamination afin d'éliminer le virus. Et c'est ce qu'on appelle l'immunité innée. Donc pour simplifier, on distingue deux formes d'immunité chez l'être humain. On a l'immunité innée et l'immunité adaptative. Donc quand un agent infectieux entre dans l'organisme humain comme le SARS-CoV-2, c'est tout d'abord l'immunité innée qui se déclenche en quelques minutes ou en quelques heures. Il est intéressant de noter ici que l'organisme est capable de reconnaître ces agents infectieux par des récepteurs dits de pattern, donc ici le PPR, qui va reconnaître le motif moléculaire associé au pathogène, donc le PAMP. Cette reconnaissance PPR-PAMP va déclencher la réponse immunitaire innée, notamment par une inflammation qui se caractérise par le recrutement de cellules telles que donc les macrophages, les monocytes et les cellules dendritiques qui vont détruire les cellules infectées et qui vont produire des interférons et des cytokines dont le rôle est d'interférer dans la réplication du virus. Chez certains patients séropositifs pour la COVID-19, cette réaction inflammatoire, elle est excessive, c'est-à-dire elle est trop importante. Elle persiste et elle est donc mal contrôlée et peut conduire non seulement à la destruction du virus, mais aussi à celle des tissus dans lesquels le virus se multiplie. Et c'est ce qu'on appelle le cytokine storm. La réponse immunitaire, elle n'est pas spécifique, comme l'immunité adaptative. Donc la réponse immunitaire adaptative, quant à elle, met plusieurs jours, voire plusieurs semaines à se développer et peut persister plusieurs mois, voire plusieurs et même de nombreuses années. Et c'est cette réponse justement que les vaccins cherchent à stimuler préférentiellement. Donc le système immunitaire adaptatif, quant à lui, il est constitué principalement de deux types cellulaires. Donc on a les lymphocytes B et les lymphocytes T. Et comme vous le savez, donc les anticorps sont produits par les lymphocytes B, grâce aux lymphocytes B, pardon. Donc pour que les lymphocytes B puissent produire ces anticorps, elles doivent d'abord être activées par les lymphocytes T grâce aux cellules dendritiques qui sont des cellules présentatrices d'antigènes qui sont capables de reconnaître l'antigène viral. Donc ces lymphocytes B vont commencer à se diviser, puis vont se différencier en plasmocytes et ce sont ces cellules, donc les plasmocytes, qui vont produire les anticorps. Donc ces anticorps ont plusieurs fonctions, ils peuvent se fixer au virus, le phagocyter puis le détruire, comme ils peuvent tout simplement neutraliser les agents infectieux, donc par exemple le virus SARS-CoV-2. Donc ici, j'ai mis une étude de cas. Donc des chercheurs en Chine ont exploré l'impact du SARS-CoV-2 sur le système immunitaire. Ce qui est important de noter ici, c'est que leurs résultats, il est important de considérer que leurs résultats sont considérés comme préliminaires, puisque ces études ont été portées sur un faible nombre de personnes. Donc cette étude a été menée à l'hôpital Tongyi de Wuhan. Donc on a analysé les échantillons sanguins de 21 personnes. On avait 17 hommes et 4 femmes qui éprouvaient des symptômes graves. Donc on avait 11 personnes qui éprouvaient des symptômes graves de la COVID-19 et 10 personnes qui éprouvaient des symptômes modérés de la COVID-19. Donc les personnes souffrant de symptômes graves avaient des taux élevés de nombreux messagers chimiques, dont l'IL-6, l'IL-10 et le TNF-alpha. Donc tous ces marqueurs laissent soupçonner une inflammation et aussi presque tous les patients avaient des taux réduits de lymphocytes T, y compris des lymphocytes T CD4+, ou CD8+. Donc dans le laboratoire de l'hôpital, la fourchette normale pour un compte de CD4+, allait de 550 à 1400 cellules par millimètre cube et de 320 à 1250 cellules par millimètre cube pour un compte de CD8+.
Ensuite, les comptes de cellules immunitaires de ces deux sous-groupes de patients atteints de la COVID-19 sont représentés ici. Donc, pour les patients éprouvant des symptômes modérés, on a compté 328 cellules CD4+ par millimètre cube et 254 cellules CD8+ par millimètre cube. Ensuite, chez les patients qui éprouvaient des symptômes graves, on a compté 178 cellules CD4+ par millimètre cube et 89 cellules CD8+ par millimètre cube. Donc, tous ces chiffres, bien sûr, comme vous pouvez le voir, se trouvent bien en dessous des fourchettes des valeurs normales. Et donc ensuite, lorsque les chercheurs ont évalué la capacité fonctionnelle des cellules du système immunitaire à lancer une réponse antivirale en produisant justement de l'interféron gamma, ils ont trouvé cette capacité affaiblie dans les cellules CD4+, et plus particulièrement chez les personnes éprouvant des symptômes graves. Une telle faiblesse, bien sûr, immunologique a été observée également chez les patients aux symptômes modérés, mais elle est moins importante, elle est moins prononcée si vous voulez. Donc, les chercheurs se sont posé la question suivante: pourquoi le nombre de cellules immunitaires et leur capacité fonctionnelle ont-ils diminué? Donc, certains chercheurs ont spéculé sur la cause de ces résultats et ils ont émis les hypothèses suivantes. Donc, la première hypothèse est qu'il est possible que le SRAS-CoV-2 ait infecté directement les cellules T. Donc, ces cellules portent un récepteur, donc le récepteur ACE2 à leur surface. Et nous savons que le virus se sert de ce récepteur pour entrer dans les cellules. Donc, il est possible qu'il s'en serve aussi pour pénétrer dans les cellules du système immunitaire. Donc, ce n'est qu'une hypothèse. On n'en sait rien. Donc, la deuxième hypothèse est qu'il est possible que le SARS-CoV-2 s'attaque à des organes importants du système immunitaire tels que donc, la moelle osseuse, la rate ou encore le thymus. Donc, jusqu'à présent, il n'existe aucun rapport détaillé sur vraiment ce qui se passe dans le système immunitaire des personnes séropositives qui contractent le SARS-CoV-2. Donc, on ne peut pas vraiment trancher sur cette étude. Donc, pour résumer, le cycle viral du SARS-CoV-2 se résume en 5 étapes. Donc, d'abord, on a le SARS-CoV-2 qui pénètre dans les cellules épithéliales alvéolaires et qui va se lier à l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2, donc l'ACE2, via la protéine de pointe de surface, la protéine S, qui est médiée par la sérine protéase transmembranaire 2, donc la TMPRSS2. Ensuite, on a un recrutement pulmonaire de macrophages et de cellules dendritiques en réponse à la libération de chymokines et de cytokines. C'est ce qu'on appelle la phase précoce. Ensuite, on a une infection virale directe des macrophages pulmonaires et des cellules dendritiques, donc des cellules présentatrices d'antigènes, qui provoque l'expression de plusieurs cytokines et chymokines pro-inflammatoires. Ensuite, on va voir que ces cellules présentatrices d'antigènes, donc ces cellules dendritiques, vont phagocyter le virus dans les poumons. Ensuite, vont migrer vers les organes lymphoïdes secondaires et vont activer les cellules T spécifiques de l'antigène qui se déplacent vers les poumons et qui vont détruire les cellules alvéolaires infectées par le virus. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Alexandra et je vais continuer la présentation de mes camarades en vous développant la phase d'hyperinflammation. Donc cette phase correspond à la transition d'un Covid bénin à un Covid plus sévère, nécessitant généralement une hospitalisation. On entre donc dans une phase plus pathogénique. Comme vous l'a présenté rapidement Adèle et Shaima, lorsque le virus entre dans la cellule, on va avoir une réplication, puis lorsque le virus va sortir, il va y avoir une pyroptose de la cellule. Cette pyroptose va avoir pour conséquence la génération de cytokines et de chymokines pro-inflammatoires, ce qui va donc engendrer une boucle de rétroaction pro-inflammatoire. Ensuite, on va avoir affaire à deux cas de figure. Donc dans le premier cas de figure, on va avoir un patient présentant une réponse immunitaire défectueuse. Cela peut conduire à une accumulation de cellules immunitaires, comme des macrophages, des cellules T ou des monocytes, dans les poumons, provoquant une surdose qui va finir par endommager l'infrastructure des poumons.
Donc la tempête de cytokines résultante va diffuser vers d'autres organes et avoir pour conséquence des lésions sur plusieurs organes. Ensuite, dans le second cas de figure, le patient présente une réponse immunitaire saine. Dans ce cas-là, l'inflammation attire les cellules T spécifiques du virus vers le site de l'infection où le virus est éliminé avant de se propager. Ainsi, les anticorps neutralisants et les macrophages sont aptes à bloquer l'infection virale par phagocytose, empêchant ainsi la diffusion du virus. En revanche, l'ensemble de ces processus menant à l'élimination du virus mènent aussi à des lésions pulmonaires minimales. En fin de compte, cette phase est principalement définie par une forte augmentation de la sécrétion des cytokines pro-inflammatoires, mais aussi par une régulation aberrante de nombreuses molécules, et enfin par une infiltration excessive de cellules immunitaires dans les poumons. En temps normal, les cellules immunitaires recrutées permettent une élimination de l'infection pulmonaire. Par conséquent, on va avoir une diminution de la réponse immune ainsi qu'un rétablissement des patients. En revanche, chez certains patients, immunitaire dysfonctionnel se produit, déclenchant une tempête de cytokines qui va médier une inflammation pulmonaire généralisée. Cette inflammation locale va avoir pour conséquence la sécrétion accrue de cytokines et de chymokines pro-inflammatoires. Concernant ces différentes cytokines et chymokines, on va avoir le trio de cytokines pro-inflammatoires comprenant l'interleukine 6, l'interleukine 1 bêta et le TNF-alpha. Mais on a aussi une forte augmentation de la sécrétion de cytokines chimiotactiques, notamment MIP1-alpha, MIP1-bêta et MCP1, qui vont recruter les macrophages. De plus, on va avoir une augmentation de l'interleukine 2, mais aussi d'IP10 et de GCSF. En effet, des études ont montré que chez les patients nécessitant des soins intensifs, les niveaux d'interleukine 2, d'interleukine 7 et 10, ainsi que de GCSF, d'IP10, de TNF-alpha et de MIP1-alpha étaient plus élevés. Ainsi, cette phase et plus particulièrement l'augmentation anarchique de cytokines pro-inflammatoires ont été associées dans un premier temps comme étant la cause prédominante de mortalité chez les patients Covid-19. En plus des dommages locaux, les cytokines ont également un effet sur tout le corps. En effet, des niveaux élevés de cytokines comme TNF peuvent déclencher une dysfonction multi-organes qui vous sera présentée par ma collègue. De plus, de nombreuses études ont montré que la Covid-19 entraînait une hypercoagulabilité. On sait que l'immunothrombose est un phénomène qui se produit à la suite de la défense immunitaire de l'hôte contre divers agents pathogènes, y compris une infection virale. La thrombose se définit donc par la formation d'un caillot. De plus, de nombreuses études ont montré que la sécrétion de cytokines et de chymokines pro-inflammatoires semble être un facteur lié à cette thrombose. En effet, chez les patients gravement malades, il est probable que la forte augmentation des taux d'interleukine 6 soit en partie responsable du profil de thrombose. Globalement, il semble que les lésions endothéliales induites par le virus favorisent le recrutement et l'activation de monocytes, ainsi que le recrutement de neutrophiles par les cellules endothéliales activées, qui va avoir pour conséquence la synthèse ainsi que la libération de plusieurs cytokines et chymokines dans le sang, accélérant et activant encore le processus de coagulation. Il existe deux caractéristiques clés de cette dérégulation immunitaire. Tout d'abord, la surproduction de cytokines pro-inflammatoires par les monocytes, suggérant une réponse combinée des cellules T auxiliaires Th1 et Th2. Ensuite, il va y avoir la régulation des lymphocytes caractérisés par une lymphopénie des cellules T CD4, puis par une lymphopénie des cellules B. En parallèle,
le nombre de cellules tueuses NK est épuisé, probablement en raison de la propagation rapide du virus. Ainsi, il est assez bien établi que chez les patients dont l'état s'aggrave, il existe une tempête de cytokines incontrôlée, avec une production locale et systémique de cytokines pro-inflammatoires, telles que l'interleukine 6, le TNF-alpha ou encore l'interleukine 1-bêta. Plusieurs mécanismes pathogènes potentiels peuvent être impliqués dans la Covid-19, notamment la coagulopathie, le dysfonctionnement endothélial et la libération excessive de cytokines pro-inflammatoires. Le dysfonctionnement endothélial, causé par une infection, active la génération excessive de thrombine et inhibe la fibrinolyse et donc la dissolution des caillots sanguins conduisant à une hypercoagulabilité. Ensuite, le syndrome de libération de cytokines pourrait avoir un rôle majeur chez les patients atteints de la Covid-19 sévère, comme dans le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Pour finir, d'autres études complémentaires sont nécessaires afin de clarifier l'origine de cette production massive et incontrôlée de cytokines. Merci à tous de votre attention. Bonjour, Alexandra vous a présenté précédemment la phase d'hyperinflammation liée au Covid-19. Cette phase d'hyperinflammation est souvent associée aux cas sévères et ces cas sévères sont associés à des facteurs de risque que je vais vous présenter ci-après. Donc tout d'abord, les cas sévères concernent dans les 2,9% des patients qui sont atteints du 2,9% des patients qui sont atteints du Covid-19 et qui sont hospitalisés. Parmi ces 2,9% de patients, 19% d'entre eux vont être admis en unité de soins intensifs. Et souvent, ces formes sévères sont liées à une altération de la fonction du système immunitaire. En effet, l'immunité a été fortement dérégulée dans les patients qui présentaient une forme sévère de la pathologie. Il y a une diminution de la quantité en lymphocytes T produite dans ces patients et une dérégulation des cytokines produites. La réponse immunitaire innée est également altérée avec une hyperactivation des macrophages et une perte de la présentation des antigènes. Ces formes sévères sont associées à des facteurs de risque. En effet, dans cette publication publiée dans Nature l'année dernière, où ils ont présenté le hazard ratio, c'est-à-dire le risque relatif d'une population à développer des formes sévères de la pathologie. On observe qu'en fonction de l'âge, le hazard ratio augmente principalement à partir de 60 ans. Le sexe semble également lié aux formes graves de Covid-19. En effet, les hommes semblent avoir 2 fois plus de probabilité de développer des formes sévères que les femmes. En complément, les maladies métaboliques semblent également jouer un rôle semblent également associées à des formes sévères de la pathologie. Je vais alors vous développer ce qui se passe dans ces 3 formes de risque de Covid-19 sur l'immunité. Tout d'abord, l'immunité dans un patient âgé est fortement altérée. En effet, on a une altération de l'immunité innée avec une inhibition de la fonction des cellules dendritiques, des neutrophiles et des natural killers, mais également une augmentation des macrophages et de leur production de cytokines pro-inflammatoires. L'immunité adaptative est elle aussi altérée avec une augmentation du répertoire mémoire au déficit du répertoire naïf. Les lymphocytes B diminuent leur possibilité de diversité du BCR avec une diminution de l'activité de l'enzyme AID qui permet les réarrangements du récepteur et une augmentation des checkpoints immunitaires à la surface des lymphocytes B. Il y a également, lorsqu'on vieillit, une inflammation chronique de bas niveau qui se met en place, qui est appelée inflammatique. En effet, dans le micro-environnement d'un patient âgé, il y a de nombreux signaux de danger, des hormones, des métabolites et des débris cellulaires qui vont activer la voie NF-κB qui va permettre la production de cytokines pro-inflammatoires. Il y a également des dysfonctionnements cellulaires comme l'autophagie,
le système ubiquitine-protéasome qui est déficient et qui amène à des protéines mal conformées, des mitochondries dysfonctionnelles et une sénescence cellulaire accrue qui amène à ce mécanisme d'inflammation. Ainsi, sur l'entrée du Covid-19 également, l'âge semble affecter l'expression des récepteurs qui permettent la fixation du virus et son entrée dans les cellules. Il a été montré que chez des patients adultes comparés à des enfants, il y a une augmentation de l'expression de ces deux récepteurs. De plus, une hyperméthylation de l'ADN chez les patients âgés inhibe l'expression de certains gènes qui sont impliqués dans l'immunité. Il y a également une augmentation du stress oxydatif dans le micro-environnement qui va activer les signaux de danger et permettre la sécrétion de nombreuses cytokines pro-inflammatoires. En complément, du coup, le vieillissement altère la réponse innée avec une diminution de la capacité de phagocytose des principales cellules de cette immunité innée, une augmentation de l'activité des macrophages qui vont produire beaucoup de cytokines et une diminution de la production d'interféron gamma. De plus, il y a une altération de la réponse adaptative avec une perte de la diversité du répertoire, notamment un dysfonctionnement de l'AID et une augmentation des checkpoints immunitaires sur les lymphocytes T. Un autre facteur de risque montré associé au Covid-19 est le sexe. En effet, sur la première vague du coronavirus en France, il a été montré que pour un nombre d'hospitalisations à peu près constant, il y a une forte augmentation du développement de formes sévères chez les hommes qui sont davantage admis en unité de soins intensifs. Ceci est lié à un plus grand nombre de décès chez les patients de ce sexe. Dans cette étude publiée dans Nature, les auteurs ont montré que dans des patients, ils ont regardé dans des patients non infectés versus des patients infectés au Covid-19, en séparant en fonction des sexes, donc les hommes en orange et les femmes en violet, que les hommes produisent davantage d'IL-8 et d'IL-18 en réponse au Covid-19, comparé aux femmes. Lorsqu'ils ont regardé au niveau des lymphocytes T, CD4+, et CD8+, ce qui se passe, ils se sont rendus compte que ces lymphocytes, via l'expression de CD38 et du HLA-DR, étaient davantage différenciés chez les femmes infectées par Covid-19 comparées aux hommes. Lorsqu'ils ont regardé au niveau de la différenciation de ces lymphocytes, ils ont également observé que chez les femmes, les lymphocytes étaient davantage différenciés que chez les hommes en réponse au Covid-19. Ainsi, il est également décrit que l'expression des récepteurs qui permettent l'entrée du virus sont régulés par les hormones sexuelles. ACE2 a été montré comme diminué par les oestrogènes et l'expression de TMPRSS2 a été montrée comme augmentée par les androgènes. De plus, le toll-like récepteur 7 qui permet de reconnaître les signaux de danger est lié par le chromosome X. Il a été montré du coup que ce TLR7 était moins exprimé chez les hommes et que du coup, suite à la stimulation de TLR7, il y a une forte production d'interféron alpha qui par conséquent va être moins produit chez les hommes. La réponse innée est altérée avec une augmentation des monocytes non conventionnels chez les hommes et une production de cytokines différentielles entre les deux sexes, et notamment en réponse au Covid-19. De plus, la réponse adaptative est altérée avec une diminution de la différenciation et de l'activation des lymphocytes T chez les hommes. Un autre facteur qui est souvent associé aux deux premiers, ce sont les maladies métaboliques telles que l'obésité et le diabète. Donc, je vais principalement vous présenter ce qui se passe en cas d'obésité ici. Donc, en cas d'obésité, il y a une augmentation des acides gras, mais également des dysfonctionnements cellulaires avec des mitochondries dysfonctionnelles, un stress du réticulum endoplasmique,
de marqueurs d'hypoxie qui se mettent en place. Et donc, ces changements métaboliques vont entraîner une modification dans la polarisation des cellules immunitaires. En effet, on va avoir une inflammation chronique par conséquent qui va se mettre en place avec des profils sécrétoires de cytokines différentiels. Donc, l'insuline semble moduler tout d'abord les récepteurs qui permettent l'entrée du virus dans les cellules. En effet, ACE2 a été montré diminué par un fort taux d'insuline et TMPRSS2 a été montré comme impliqué dans la résistance à l'insuline. En complément, il a été montré dans cette étude de PLOS pathogène publiée cette année que le haut contenu en lipides des cellules dans les patients âgés permettait une plus grande réplication virale à l'intérieur des cellules. Il y a également, dans ces patients qui présentent des maladies métaboliques, une réponse innée altérée avec une inflammation chronique qui se met en place et par conséquent le profil pro-inflammatoire associé à cette inflammation. Il y a également les altérations métaboliques conduisent également à une modification de la polarisation des cellules qui modifie le micro-environnement immunitaire. Ainsi, les facteurs de risque sont associés à une modification de l'expression des protéines qui permettent la fixation et l'entrée du virus dans les cellules, qui sont ACE2 et TMPRSS2, et un défaut de l'immunité. Tout cela va amener à une phase d'hyperinflammation qui va créer un orage cytokinique et qui par conséquent va altérer l'intégrité des tissus. Donc je laisse Marie vous présenter par la suite l'altération des tissus via la dysfonction d'organes. Merci beaucoup pour votre écoute. Moi, je vais aborder la dysfonction d'organes donc liée à cette maladie. Donc, comme expliqué par mes collègues, après l'entrée du virus et la mise en route de toute la cascade immunitaire, on arrive à un envahissement des cellules immunitaires, des cytokines en dehors de la circulation sanguine, ce qui entraîne des lésions tissulaires qui vont jusqu'à empêcher le bon fonctionnement de l'organe touché. Pour illustrer ce phénomène, plus particulièrement, ça c'est l'exemple d'un capillaire ici, qui va irriguer une alvéole pulmonaire, donc qui est quand même le premier symptôme de la Covid-19, la défaillance pulmonaire. Donc chez le sujet sain, on voit que les cellules endothéliales qui sont non touchées sont saines, les jonctions serrées jouent bien leur rôle et sont bien refermées, l'alvéole pulmonaire, elle, est fonctionnelle et sa lumière est bien dégagée. Chez le sujet atteint de la Covid-19, on voit que l'hyperinflammation systémique va entraîner une ouverture des jonctions serrées ici et entraîner un échange du coup entre la bronche et cette cellule endothéliale, donc de cytokines, de monocytes, de macrophages, de lymphocytes, de virus évidemment, et également de liquide qui va venir envahir la bronche. On voit à l'intérieur, ça on en a déjà parlé, mais on voit à l'intérieur de cette cellule endothéliale également un grand nombre de caillots de fibrines et d'agrégats de plaquettes. Donc vous pensez bien que la bronche, une fois remplie de liquide, ne peut plus jouer son rôle et tout ça interfère gravement avec le bon fonctionnement de cette bronche, quel que soit l'apport en oxygène. Donc même si la personne est mise sous respirateur artificiel, les poumons étant remplis d'eau, ils n'ont plus de possibilité de fonctionner et la personne se retrouve donc en hypoxie. La particularité de la Covid-19, c'est la présence donc, du récepteur ACE2 dont on a déjà parlé dans un grand nombre d'organes, ce qui permet au virus d'entrer et de se répliquer dans beaucoup de nos organes. Et cette inflammation entraîne un grand nombre de dysfonctionnements. Donc le premier dont je vais vous parler, c'est le dysfonctionnement systémique, un peu plus généralisé. On en a déjà beaucoup parlé, donc cette inflammation, cet orage cytokinique. On a également déjà parlé de la lymphopénie qui touche un peu plus de 50% des patients. On a un défaut de coagulation et une baisse des plaquettes donc chez 30% des patients, mais comme on l'a vu tout à l'heure, on a un grand nombre de caillots qui se forment et donc on a des thromboses veineuses chez 27% des patients et une thrombose artérielle, donc c'est un peu plus rare mais plus grave, chez 3,7% des patients qui peuvent aller du coup jusqu'à des AVC, des embolies pulmonaires, des amputations.
donc ça reste assez grave. Pour ce qui est des syndromes neurologiques, c'est les manifestations les plus fréquentes, celles dont on parle le plus aussi, et elles sont dues en partie à la présence du récepteur ACE2 dans le système nerveux. Donc les symptômes rapportés sont la gueusie, l'anosmie, des encéphalopathies, donc ça c'est celle qu'on connaît bien, et on a également des myasthénies qui sont causées par en fait des anticorps circulants qui vont cibler des récepteurs de l'acétylcholine des jonctions neuromusculaires. Ça va inhiber l'action de ce neurotransmetteur et entraîner des affaissements musculaires. Donc, typiquement, chez ces patients, on va avoir une paupière tombante et ça peut aller jusqu'à la perte complète de la mobilité de l'œil. Pour ce qui est des atteintes hépatiques, donc l'insuffisance hépatique, elle est due en partie à l'infection des hépatocytes directement par le virus, donc ce qui entraîne la mort cellulaire. On retrouve chez les patients des taux anormaux d'azate et d'alate, donc alors selon les études entre 16 et 53% des patients, et on retrouve pour la moitié des patients un taux élevé de gamma-GT, donc qui indique bien la défaillance hépatique. Et on en reparlera plus tard, mais il y a aussi une forte hépatotoxicité des médicaments utilisés pour soigner la Covid-19. Pour ce qui est des manifestations gastro-intestinales, elles sont moins fréquentes, mais intéressantes à expliquer aussi. Donc, il s'agit de diarrhée, de nausées, de vomissements, de douleurs. Et en réalité, on a une très forte expression des récepteurs ACE2 sur les épithéliums gastriques, duodénaux et rectaux, ce qui fait qu'on a détecté du virus assez rapidement dans les tissus gastro-intestinaux, alors que ce n'est pas leur porte d'entrée principale. Et on a pu voir aussi, ça c'est assez intéressant, sur des échantillons fécaux positifs, des échantillons fécaux ont été retrouvés positifs au virus après que les résultats soient revenus négatifs sur des échantillons nasopharyngés. Donc on a une persistance du virus dans le système intestinal. Au niveau des dysfonctions cardiaques, donc les dysfonctions qui sont retrouvées, alors si on ne parle pas des thromboses, parce on peut avoir également des thromboses au niveau des artères du cœur, là on parle vraiment plutôt de troubles du rythme, donc on est plutôt sur de l'arythmie, entre 9 et 20% des patients selon les études. Et donc il y a un grand nombre de mécanismes qui entraînent ces dysfonctionnements, la lésion virale directe d'abord, ensuite on a l'hypoxie qui est due au défaut de la fonction pulmonaire comme on a vu au début. On a un état hémodynamique qui est instable, une hypoperfusion, et encore une fois, la toxicité des médicaments qui sont utilisés en grand nombre pour soigner ces patients. Et il y a un autre phénomène qui est discuté, mais qui est intéressant à connaître, c'est l'action du détournement des récepteurs ACE2 par le virus, qui finalement empêche leur utilité, leur fonctionnement de base. Donc ces récepteurs, ils sont utilisés par le système rénine-angiotensine, qui régule la pression artérielle. Donc, ils ont une action sur les vaisseaux, le rein, le cœur. Et donc, ces deux enzymes, la rénine et l'angiotensine, donc en fait, c'est l'angiotensine qui est partiellement clivée par le récepteur ACE et ACE2. Donc, c'est la version 2 qui est discutée. Et donc, suite à ce clivage, tout s'enchaîne et ça entraîne une vasoconstriction et donc une augmentation de la pression artérielle. Donc ça, c'est plutôt bénéfique pour le corps quand ça arrive. Mais sans ce récepteur, du coup, l'hypothèse, c'est que le corps ne peut plus réguler correctement sa pression artérielle. Les défaillances rénales, maintenant, elles sont plutôt rares, mais elles sont très graves et quand elles interviennent. Donc, elles représentent pour l'ensemble des malades de Covid-19 0,5% et à peu près 3% si on ne prend que les cas graves de la maladie. Et ces défaillances-là sont dues à l'hypoxie, au déséquilibre hydrique, donc qui sont provoqués par l'hyperinflammation. Et on a également, encore une fois, les traitements qui peuvent entraîner des défaillances rénales graves. Donc, comme je l'ai évoqué plusieurs fois, les traitements contre la Covid-19 peuvent entraîner eux-mêmes une défaillance d'organes. Je ne vais pas tout vous lire, rassurez-vous, mais c'est pour vous donner une idée de quelques exemples de classes de molécules qui sont utilisées pour soigner les patients et que vous pouvez voir que ce soit des antiviraux, antiparasitaires, anti-IL6 qui sont là pour essayer de contrôler cette hyperinflammation, des antibiotiques pour soigner des infections secondaires qui sont aussi très fréquentes dans le Covid-19,
Et donc, toutes ces molécules qui sont données aux patients peuvent provoquer, là en rouge, vous voyez, des dysfonctions hépatiques, donc, elles y sont toutes, des nausées, des vomissements, et aussi, alors ça a été assez médiatisé, l'hydroxychloroquine qui provoque du coup un allongement de l'intervalle QT. Donc là, on est plutôt sur le versant cardiaque. Donc, en conclusion, les défaillances d'organes qui sont dues à la Covid-19, elles sont très multifactorielles, donc à la fois dues à cette inflammation systémique dont on a beaucoup parlé, à la lésion virale directe, donc la destruction des cellules par le virus, et les effets secondaires des traitements qui sont nombreux, qui sont sur du long terme pour des patients qui sont hospitalisés parfois vraiment très longtemps. Et donc, tous ces facteurs liés les uns aux autres vont entraîner une dysfonction d'organes qui peut aller jusqu'à la mort du patient. Si le patient survit, il peut avoir derrière du coup des défaillances qui vont durer sur le long terme et qui vont avoir besoin d'être traitées. Donc, pour étudier toutes les facettes de la maladie, il y a des modèles animaux qui sont mis en place, et ça, c'est Chloé qui va vous en parler juste après. Merci Marie. Donc pour ma part, je vais vous présenter les modèles in vivo de l'infection par le SARS-CoV-2. Donc pour ça, je me suis inspirée principalement de cette revue qui a été publiée en septembre 2020 et qui reste encore une revue récente, enfin la revue la plus récente sur le sujet. Et donc il faut savoir qu'en février 2020, l'OMS a rassemblé des chercheurs internationaux pour développer des modèles, notamment pour étudier la physiopathologie de la Covid-19, mais plus particulièrement pour permettre l'accélération des tests des vaccins et des agents thérapeutiques. Donc, plusieurs espèces animales sont utilisées. Tout d'abord, je vais vous présenter les modèles murins, et je vais passer pas mal de temps sur ces modèles-là. Donc, il faut savoir que la souris, elle ne possède pas de récepteurs appropriés pour initier l'infection virale. Donc, comme on l'a vu, en fait, l'ACE2 va pouvoir, chez l'homme, lier la protéine spike. Et bien, chez la souris, elle possède l'ACE2, mais elle ne va pas permettre la liaison avec le virus. Donc, les souris sont résistantes à l'infection. C'est pour ça que les chercheurs ont développé différentes stratégies pour pallier à cela. Donc, une première stratégie possible est l'adaptation du virus directement au récepteur ACE2 de la souris. L'objectif est donc d'avoir un gain d'efficacité dans cette liaison. Donc, deux méthodes sont utilisées. On peut utiliser soit le passage successif du virus du SARS-CoV-2 dans le tissu pulmonaire de la souris. Donc ici, par exemple, les chercheurs ont fait 6 passages alternatifs du virus dans le tissu pulmonaire. Et on voit à la fin de ces 6 passages que la charge virale du SARS-CoV-2 dans le tissu pulmonaire est beaucoup plus importante. Donc, c'est une première méthode. La deuxième méthode est d'utiliser la génétique, en fait, une méthode de génétique inversée pour modifier la région RBD, donc la région qui va lier la protéine ACE2 du virus, donc c'est la région virale. Modifier cette région pour faire qu'elle soit plus affine avec cette partie ACE2 de la souris. Donc, le problème de ces modèles, c'est que les souris ne développent que des symptômes mineurs, ce qui ne va pas être représentatif des cas humains. Et le danger est de créer un variant du virus qui peut être plus virulent. Une deuxième méthode pour créer ces modèles est donc de faire exprimer le gène ACE2 humain chez des souris qui sont génétiquement modifiées. Donc pour ça, pareil, il existe 3 méthodes différentes. Donc on peut utiliser des souris transgéniques. Donc les souris transgéniques sont des souris dont le gène va être inséré chez toutes les cellules. C'est-à-dire c'est au stade embryonnaire qu'on va pouvoir insérer notre région d'intérêt. Cette région d'intérêt, donc qui va être la protéine ACE2 humaine, on peut voir ici, va être sous la dépendance d'un promoteur qui peut être soit tissu spécifique, donc par exemple le promoteur KRT18 ici est spécifique des cellules épithéliales. Elles peuvent être sous la dépendance d'un promoteur universel,
comme on peut le voir ici avec la combinaison de l'enhancer de ces cytomégalovirus et suivi du promoteur donc de la bêta-actine du poulet. Donc cette protéine ACE2 humaine va être exprimée chez toutes les cellules de la souris. Et on peut également utiliser le promoteur endogène de la CE2 de la souris. Et donc la CE2 humain va être exprimée chez toutes les cellules qui physiologiquement expriment la CE2 murin. Donc ces modèles sont susceptibles au SARS-CoV-2 et développent des formes modérées à sévères de la maladie. Cependant, c'est donc ce modèle qui présente des encéphalites. Donc, il présente tous les encéphalites, sauf le modèle qui est sous la dépendance du promoteur endogène de la CE2 de la souris. Notre méthode pour faire exprimer en fait le gène ACE2 humain est de substituer le gène ACE2 de la souris par le gène humain. Donc, c'est une méthode qui va être tissu spécifique, puisque la CE2 va être spécifiquement exprimée dans les cellules qui expriment physiologiquement la CE2 murin. Donc ici, cette étude a utilisé la méthode CRISPR-Cas9 pour donc enlever la CE2 murin et mettre la CE2 en fait humain à la place. Cette réplication du SARS-CoV-2 peut se faire donc dans le tissu respiratoire, mais également dans le tissu cérébral. Et encore une fois, ce modèle, par contre, ne présente pas de développement de forme sévère de la maladie. La troisième méthode qui peut être utilisée, donc, ça va être une méthode de génération de souris sensibilisée à l'infection. Donc, comment cela est réalisé? En fait, on va avoir une transduction de la protéine donc ACE2 humaine à l'aide d'adénovirus, donc qui vont être construits préalablement. On va les injecter à la souris par voie transnasale quand les souris sont anesthésiées. Cet adénovirus va pouvoir arriver dans le tissu pulmonaire, s'insérer et donc insérer le gène ACE2 dans cette cellule pulmonaire. Et ensuite, on va pouvoir infecter notre souris avec le SARS-CoV-2 qui va donc, la souris va donc posséder ces récepteurs ACE2 humains seulement dans le tissu pulmonaire. Donc, ce sont des modifications génétiques transitoires et localisées au tissu respiratoire. Cette méthode possède plusieurs avantages. Elle est rapide car on peut générer du coup des modèles murins en 3-4 semaines. On n'a pas besoin d'une génération complète, puis des croisements de souris. Elle est reproductible et elle est organe spécifique, donc dans le poumon. Elle peut également être réalisée dans plusieurs lignées de souris différentes. Elle possède également des limites. On n'observe pas de symptômes sévères non plus dans cette infection. Et pas de manifestations extrapulmonaires forcément. Et la réplication du SARS-CoV-2 ne se réalise que pendant quelques jours. Donc, un deuxième modèle animal est utilisé pour étudier le SARS-CoV-2. Ça va être le hamster syrien. Donc, le hamster syrien est un petit mammifère qui est déjà utilisé comme modèle pour les infections de virus respiratoires. Il est susceptible à l'infection par le SARS-CoV-2. Et donc, concernant la physiopathologie, on peut voir que le hamster syrien présente des symptômes légers à modérés et une détresse respiratoire, des niveaux élevés de réplication virale et des signes histopathologiques d'infection. Ce qui représente en fait un très bon modèle pour étudier l'infection au SARS-CoV-2. Et on observe également une transmission du virus, comme c'est le cas pour l'homme. Concernant le système immunitaire, on voit l'expression de chimiokines et de cytokines dans le poumon. Et ce modèle, en fait, va être très intéressant pour le screening d'agents thérapeutiques. Il possède cependant une limite parce ce n'est pas un modèle habituel. Donc, on n'a pas tous les outils pour étudier ce modèle en laboratoire. On a également plusieurs autres modèles animaux qui vont être étudiés pour certains aspects de la physiopathologie et la transmission notamment du virus. Donc, le furet notamment va être utilisé parce que nous savons qu'il possède déjà
Il est déjà en fait utilisé pour les infections respiratoires. Cependant, pour le SARS-CoV-2, il s'avère qu'il ne présente que des symptômes légers. Et par contre, il va être très intéressant dans l'étude de la transmission du virus. Le primate non humain, lui, va être utilisé pour tout ce qui est système immunitaire. Cependant, on sait que c'est assez compliqué en laboratoire d'étudier un animal, le primate. Le chien et le chat vont être notamment étudiés pour leur proximité avec l'homme. Donc, l'étude de la transmission entre ces animaux et l'homme va être beaucoup étudiée. La chauve-souris, elle, c'est pour les origines du SARS-CoV-2. Et le vison, on a pu remarquer de grandes infections au vison. Enfin, le vison est très infecté par le SARS-CoV-2, ce qui a abouti à des infections de grands élevages de visons. Donc, c'est pour ça qu'on étudie aussi le vison le SARS-CoV-2 dans cet animal. Le primate est également très intéressant dans l'étude des prédispositions au SARS-CoV-2, car on a pu voir que les mâles âgés possédaient une prédisposition pour l'infection au SARS-CoV-2. Donc voilà pour les modèles animaux. Ces modèles vont être utilisés notamment pour la vaccination, le primate notamment, et la souris, et le hamster également. Et je voulais terminer en disant qu'il y avait également des alternatives à ces modèles animaux qui vont être notamment les organoïdes. Des organoïdes de poumon ont été développés pour étudier le SARS-CoV-2 et également des organes on-chip qui ont été développés aussi pour étudier le SARS-CoV-2. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire et je vous remercie pour votre attention. Merci.